Monsieur Bond? Un bon joueur classe ses cartes avant de jouer. Un bon chercheur utilise des fiches de lecture. Lorsqu'on fait un travail de recherche à long terme, un travail de session par exemple, on a besoin d'un grand nombre d'informations, de sorte qu'on cherche constamment de nouveaux documents pour répondre à nos besoins et on les consulte et on note les informations qui sont pertinentes pour nous. Avec la recherche qui avance, inévitablement, les informations s'accumulent et on peut se perdre facilement dans la masse. Parfois, on ne les retrouve plus, d'autres fois, on oublie même carrément qu'on a des informations directement utiles. Pour éviter ça et pour que nos efforts portent fruit, il faut donc être capable de retrouver facilement les informations qu'on a laborieusement recueillies. La meilleure solution pour ça, c'est de les recueillir méthodiquement et de les classer au fur et à mesure. Prenons un exemple bien banal mais évocateur. Lorsqu'on joue au bridge, au gin ou même aux cartes Magic, quel est notre premier réflexe lorsqu'on reçoit nos cartes? C'est de les classer en fonction de nos besoins, souvent ceux de la même couleur ensemble, souvent en ordre d'importance. Pourquoi? Pour pouvoir les repérer facilement et les sortir rapidement lorsqu'on en a besoin. Le joueur qui ne fait pas ça n'a pas grand chance de gagner, même s'il a de bonnes cartes, car celles-ci ne servent à rien s'il ne les sort pas au bon moment. Eh bien, lors d'une recherche, il faut faire la même chose. Il faut être capable de retrouver dans nos notes les informations dont on a besoin au moment où on en a besoin. C'est ici qu'interviennent les fiches de lecture. La méthode des fiches de lecture consiste à consigner méthodiquement des notes de lecture sur des fiches manuscrites ou électroniques et à organiser ces fiches par sujet. Elles permettent ainsi de recueillir des informations de diverses sources, de les classer à partir de thèmes précis, de les réorganiser au besoin en fonction de l'évolution de la recherche. En fait, elles constituent la base du plan de rédaction de votre texte final et, comme elles s'échangent facilement, les fiches sont particulièrement adaptées au travail d'équipe. Traditionnellement, on travaillait sur de grandes fiches cartonnées. Plusieurs le font encore d'ailleurs. Cependant, l'utilisation d'un logiciel de gestion de données bibliographiques permet de gagner du temps, en plus d'être plus pratique dans un travail d'équipe, car tout le monde peut travailler dessus à partir d'un fichier de partage comme sur OneDrive par exemple. Mais peu importe le support, les informations à noter sont les mêmes que l'on utilise sur des fiches ou sur un logiciel. Les fiches peuvent contenir divers types d'informations. Une citation, des notes de lecture, un tableau ou un graphique, des données ou même un commentaire. On peut vraiment mettre ce qu'on veut dans notre fiche en fonction de nos besoins, mais il y a quelques petites règles à respecter pour les rendre efficaces et pour éviter les erreurs. Premièrement, on ne se réfère qu'à une seule source par fiche, c'est-à-dire un seul article, un seul livre, etc. Si on trouve des informations sur le même thème dans un autre document, on fait donc une autre fiche. Allons donc, c'est du gaspillage. Si j'ai seulement une petite phrase qui me vient d'un livre et qu'il me reste plein de place sur ma fiche, pourquoi j'y mettrais pas du matériel qui vient d'ailleurs? Excellente question. En fait, je vais te répondre par une autre question. À quoi servent les fiches de lecture? À retrouver facilement les informations, évidemment. Oui, mais il faut se rappeler aussi d'où elles viennent, ces informations. Sinon, au moment de la rédaction du travail, lorsqu'on va les utiliser dans notre texte, on ne sera pas capable de l'indiquer dans nos notes de bas de page et on risque alors de perdre des points ou même d'être accusé de plagiat. Aïe. Or, si on a plusieurs informations qui n'ont pas la même provenance sur la même fiche, on ne saura pas d'où elles viennent et on va perdre un temps fou à retrouver d'où elles viennent, ce qui fait que nos fiches vont être pas mal moins utiles. L'idée, c'est de sauver du temps et de l'énergie. Alors pour chaque fiche qu'on fait, les informations qu'on y consigne doivent toutes provenir du même document. Donc, une seule source pour chaque fiche. Mais le classement va plus loin encore. Les fiches sont construites aussi par thème et, encore une fois, il n'y en a qu'un par fiche. C'est quoi un thème? C'est un mot-clé ou un groupe de mots-clés en lien avec notre sujet de recherche. Les mots-clés nous aident ensuite à retrouver les informations selon nos besoins. Je pige pas. Je comprends rien à ce que tu dis. Prenons un exemple. Supposons qu'on fait une recherche historique sur la Méromène dans l'Antiquité. Ouais. Après s'être renseigné sur le sujet, on réfléchit à la façon qu'on va le traiter. On pourrait décider, par exemple, que notre travail va contenir des chapitres sur les soldats, sur les officiers et sur l'armement. Eh bien, une fois qu'on a décidé ça, on se prépare en faisant des fiches de lecture sur nos sujets de chapitre. On va donc faire des fiches spécifiquement sur les soldats, avec le mot-clé soldat, et d'autres fiches sur les officiers, avec le mot-clé officier. Et enfin, des fiches sur l'armement, avec le mot-clé armement.
Et comme il y a plusieurs auteurs qui parlent des soldats romains et souvent dans plusieurs publications, pour ne pas se mélanger, on va faire des fiches différentes sur les soldats romains à partir de chaque document. Par exemple, une première fiche sur le soldat romain rapportant les propos de Yann Le Boëc dans un de ses livres sur l'armée romaine, puis une deuxième fiche rapportant les informations mentionnées par Jean-Paul Brisson dans son propre livre, et puis peut-être une troisième fiche qui mentionne encore des propos de Yann Le Boëc, le premier auteur, mais cette fois-ci provenant d'un de ses articles. Ça nous fait donc un seul sujet, le soldat romain, mais venant de 3 documents différents, donc au moins 3 fiches. Et si on trouve beaucoup d'informations venant d'un document particulier, on ajoute des fiches et on ajoute des mots-clés plus précis. Si je procède de cette façon, au moment de rédiger mon chapitre sur les soldats, je n'aurai qu'à sortir toutes mes fiches sur ce sujet et je saurai avec exactitude ce que dit chaque auteur sur ce thème précis, ce qui va rendre ma rédaction beaucoup plus facile et mon travail va être bien meilleur. Vous allez voir, travailler avec des fiches, ça donne des ailes. Mais ces fameuses fiches, comment les présente-t-on pour qu'elles soient le plus efficaces possible? Eh bien, il faut toujours garder à l'esprit les raisons pour lesquelles on les fait, pour retrouver rapidement les informations et pour pouvoir les utiliser facilement pour la rédaction de notre travail. Il faut donc qu'elles soient toutes présentées de la même manière pour qu'on sache où chercher et que les informations incluses dedans soient faciles à comprendre. Enfin, il faut qu'on sache en tout temps d'où viennent ces informations. C'est pour ça que les fiches classiques en papier sont écrites au recto seulement afin de faciliter leur classement et que leur dimension est généralement restreinte, 5 pouces par 8 pouces, soit l'équivalent d'une demi-page. Comme ça, on évite qu'il y ait trop d'informations et que leur consultation soit longue et laborieuse. Vous en avez des exemples dans le petit rédac à la page 27. Pour les fiches électroniques, c'est le même principe. Ne pas faire des fiches trop remplies et, si on a beaucoup d'informations, faire plusieurs fiches selon des thématiques plus précises, comme on l'a vu avec les soldats romains. Mais, peu importe le format qu'on utilisera pour nos fiches, celles-ci doivent toujours compter au moins 3 sections. En haut, bien à l'évidence, à gauche par exemple, il faut indiquer le thème de la fiche, c'est-à-dire les mots-clés. C'est important qu'on les voit bien pour savoir rapidement de quoi parle la fiche. Deuxième section, toujours en haut, mais à droite, les références de la source d'où viennent les informations. Indiquez les références complètes pour pouvoir facilement ajouter votre livre ou votre article dans votre bibliographie si jamais vous utilisez cette fiche dans votre travail ensuite. Troisième section, la plus grosse, les informations elles-mêmes. Vous y consignerez méthodiquement vos notes de lecture en utilisant vos propres mots. Mieux vaut faire de courtes phrases pour rendre la consultation plus facile, mais il faut consigner tout ce qui est important pour ne pas avoir à refaire vos lectures 2 fois. Si votre fiche est bien faite, vous ne devriez pas avoir à retourner dans votre livre ou votre article, votre fiche devrait suffire pour rédiger votre travail. Et si jamais vous rapportez directement les mots de l'auteur, n'oubliez jamais de les placer entre guillemets. Ça vous indique alors que vous utilisez les mêmes mots dans votre travail et il faudra à ce moment-là faire une citation pour éviter de vous mettre en situation de plagiat. Enfin, un détail très important. Si les informations que vous utilisez proviennent d'un document avec des numéros de page, indiquez le numéro de la page d'où provient chaque information. Ça prend 1 seconde et vous allez vous éviter beaucoup de frustration lorsque vous aurez besoin de faire des notes de votre page. Bref, les fiches de lecture sont vraiment essentielles pour faire un travail de recherche à long terme, car elles permettent de classer et de consigner les informations qui vont nous être utiles pour le travail. Mais, pour qu'elles soient faciles à retrouver et donc véritablement utiles, il faut absolument les classer par mots-clés et par provenance. Pour éviter les erreurs, il est aussi nécessaire de n'utiliser qu'une seule source de provenance par fiche, pour savoir en tout temps d'où vient chaque information avec le numéro de page précis, idéalement. En procédant de cette façon, vos informations seront claires, ça sera donc facile pour vous de les retrouver et de les utiliser, de sorte que toutes ces lectures que vous avez faites durant votre travail vont être utilisées de la meilleure façon possible, parce que c'est à ça que sert la méthodologie, maximiser nos efforts de la façon la plus efficace possible, car, n'oubliez jamais, la métho est votre ami.